Bienvenue dans cette émission du 11 décembre 2023 de cette Web TV. Comme vous pouvez le voir, je suis sur la route et donc je m'essaye à un nouvel exercice qui est de faire un petit impromptu depuis la chambre d'hôtel parisienne dans laquelle je me trouve. Je me suis en effet rendu dans la ville lumière pour répondre aux questions que m'ont posées deux journalistes que j'apprécie tout particulièrement, Clémence Oudiakova pour Tocsin Média et Xavier Azalbert pour France Soir, à l'occasion de la parution de mon dernier livre. Toutefois, je vous avais annoncé que je traiterais la question du danger qui persiste dans l'époque actuelle. Et l'idée est la suivante. Nous pourrions nourrir un certain sentiment que le pire est derrière nous et qu'il y a une forme de normalisation des choses. On voit par exemple que la dernière campagne d'injection génique expérimentale, dont on a promis monts et merveilles à la population par le passé, était couronnée d'un succès très relatif. Et il est vrai que de plus en plus de gens se posent des questions fort légitimement, ma foi, et ont quand même compris que ce qu'on leur avait raconté n'était pas tout à fait honnête et ne correspondait pas tout à fait à la réalité des choses. Toutefois, il me semble important d'insister sur deux éléments qui doivent nous inciter à rester extrêmement vigilants. Le premier, je l'aborderai à partir d'une petite anecdote, d'un échange un peu tendu que j'ai eu récemment avec un journaliste de la télévision. Alors peu importe de qui il s'agit, il ne s'agit pas de mettre les gens en lumière et de les dénoncer, mais vraiment d'observer les principes. Et ce journaliste réagissait en fait au tweet d'un parlementaire suisse qui commentait le constat répercuté dans la presse que les jeunes recrues au service militaire avaient tendance à devenir très vite essoufflés, de manière tout à fait inhabituelle. Et donc ce parlementaire se demandait si cela ne pourrait pas avoir un lien avec l'injection génique expérimentale. Et le journaliste en question, qui est très enragé contre les antivax, a tout de suite réagi en disant « Oui, mais le fait qu'il soit en surpoids et de plus en plus obèse, est-ce que ça aussi c'est dû au vaccin ?» Et je me suis permis de mettre en commentaire qu'après un confinement, un masquage à long terme, des traumatismes psychologiques répétés, oui, et la maltraitance que la jeunesse a subie, oui, cela pouvait éventuellement avoir un lien, peut-être pas forcément avec l'injection génique, encore que qui sait, mais en tout cas avec la manière dont on a géré cette crise et tout ce qu'on leur a imposé. Et s'en est suivi un échange extraordinairement tendu, à vrai dire, et où ce monsieur m'a resservi vraiment toute la grosse dogmatique dénigrante des Covidés. Donc j'ai eu droit aux accusations de complotisme. Puis après, il a avoué que les complotistes lui donnaient la nausée et des hauts le cœur, qu'il ne supportait pas les complotistes comme moi. Et toutes les tentatives d'éclairer par des éléments un peu factuels un ensemble de choses qu'il semble ignorer se heurtaient d'emblée à cette totale incapacité d'entrer en matière. Alors, vous me direz, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ce que je vous dis là, on le sait depuis longtemps. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est le fait que si oui, dans la population générale, et notamment, comme toujours, les classes peut-être moins formées intellectuellement, il y a aujourd'hui énormément de compréhension et de bon sens, il faut bien mesurer qu'il y a dans toutes les classes un peu favorisées et ce qui ressemblerait à une intelligentsia ou à une élite dans le sens mafézolien, ceux qui ont le pouvoir de dire ou de faire. Un journaliste à la télévision a le pouvoir de dire et de faire quelque chose qui, chez les complices de la dérive, reste profondément violent et devient même de plus en plus enragé. Alors cette personne, évidemment, a fini par me traiter de fou, de délirant, en disant que je devrais consulter un psychiatre ou à peu de choses près. Et ça, vous voyez, c'est vraiment le motif central. C'est-à-dire que l'enjeu pour eux d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui s'est déroulé est tellement intense émotionnellement et psychiquement qu'il y a effectivement des éruptions de projectivité hyper violentes où finalement tout le désarroi, la souffrance et même la décomposition qu'ils ressentiraient à ouvrir les yeux sur la manière dont ils ont été manipulés et dont les autorités en lesquelles ils avaient confiance leur ont menti, s'investit dans des bouffées d'agressivité extrêmement fortes contre ceux qui sont identifiés comme les ennemis. Il se trouve par ailleurs que je sais que cette personne a une formation en sociologie, donc je me suis permis de lui rappeler, mais vous vous souvenez de l'étiquetage et de la discrimination et de la stigmatisation en sociologie en Russie stalinienne, les gens avaient des hauts le cœur et la nausée face aux bourgeois.
sous le macartisme, les gens de la droite pure et dure avaient des haut-le-cœur et des nausées face aux progressistes. À l'époque victorienne, on avait des nausées et des haut-le-cœur face aux divorcés. Donc j'ai essayé de le remettre dans cette réalité des processus sociologiques, mais en pure perte, vous pouvez bien sûr vous l'imaginer. Et donc, on est actuellement dans ce point de tension où l'étendue du mensonge et la gravité des crimes d'État commis sont quand même en train d'émerger à de multiples endroits et de multiples manières, mais d'une manière qui rend l'époque encore plus dangereuse. Parce que les gens qui y ont adhéré, certains par pur cynisme et par pure perversité, mais la majorité d'entre eux parce qu'ils ont été hypnotisés, parce qu'ils sont sous emprise avec l'incapacité de s'en rendre compte, sont des gens qui finalement sont prêts à aller jusqu'au bout dans les combats d'arrière-garde décrits par le professeur Julian Freund à l'université de Strasbourg et souvent cité par Michel Maffezoli. Et il ne faut vraiment pas négliger l'énergie du désespoir de tous ces gens dont le psychisme ne tient plus que par le fait de se persuader encore et à outrance que ce qu'ils ont fait était juste et que c'est bel et bien nous qui sommes les fous et les ennemis. Alors j'ai évidemment titillé un peu cette personne parce que je lui ai dit avec ironie, mais n'oubliez pas votre 8e dose, et puis, mais de grâce, épargnez vos enfants, car le risque avec la maladie étant nul pour les enfants, il ne peut pas y avoir de ratio bénéfice-risque favorable, et puisqu'il y a des myocardites dont même Pfizer a reconnu l'existence pour cette tranche d'âge, de grâce, préservez-les. Et là, comme vous pouvez vous y attendre, j'ai eu droit à une éruption de haine et de violence, pire que tout. Mais pourquoi? Parce que je venais de mettre le doigt sur ce qui, au fond de lui, sans qu'il ait les moyens psychiques d'en être conscient, doit quand même le travailler, qui est que par soumission à des pouvoirs mafieux, il a, selon toute vraisemblance, je sais qu'il a des enfants, été prêt à mettre leur santé, sinon leur vie en danger, en les soumettant à quelque chose d'inutile et de dangereux auquel ils n'auraient jamais dû être soumis. Et voilà, là, à cet endroit-là, ces gens sont au pied du mur, ou bien ils ouvrent les yeux et ils risquent de s'effondrer, parce qu'ils n'ont pas la ressource psychique. Au fond, ça prend énormément de construction, de narcissisme sain, c'est-à-dire d'estime profonde de soi, pour reconnaître qu'on s'est trompé aussi gravement. L'acteur américain Tim Robbins l'a fait. Il a pris parole publiquement pour dire « Je me rends compte d'à quel point je suis devenu un salaud contre les gens qui ont choisi de ne pas se faire injecter dans la crise du Covid et ça me choque de voir à quel point j'ai été capable de devenir ce genre de type que j'ai toujours dénoncé avant la crise. » Et donc voilà, tout ça pour dire que ça prend énormément de solidité, de bouteilles de construction et que tous ceux qui en sont incapables ne pourront que devenir de plus en plus enragés contre nous. Et souvenez-vous, tous ceux qui disaient qu'il fallait nous priver de soins, qu'il fallait nous laisser crever de faim, qu'il fallait nous interner de force, qu'il fallait venir nous piquer contre notre gré. Je rappelle qu'au Canada, il y a des gens qui sont morts de n'avoir pas reçu de transplantation d'organes alors qu'ils étaient en tête de liste parce qu'ils n'étaient pas injectés. Et donc, des médecins et des juges ont décidé que ces gens devaient mourir simplement parce qu'ils avaient refusé de se faire injecter avec cette expérimentation médicale. Donc, c'est dire la gravité de la chose. L'autre élément qui me tenait à cœur de partager avec vous, c'est que je suis évidemment ce qui se passe autour des bombardements sur Gaza, et qui évidemment sont une horreur. Déjà, la notion même de vengeance. Nous avons été blessés dans notre chair, nous avons eu des pertes, donc nous allons détruire la population de l'autre pour nous venger, est déjà quelque chose d'extraordinairement archaïque et barbare, à vrai dire. Et de surcroît, quand c'est fait de manière totalement débridée, comme actuellement le bombardement des populations civiles palestiniennes, il y a évidemment quelque chose de totalement indéfendable. Et je rappelle une fois de plus qu'en Israël, très nombreux sont les citoyens à être totalement en désaccord et à s'opposer à cette manière de faire.
Mais je vois effectivement que quand, par exemple, un Fabrice Di Vizio, dont j'apprécie énormément les prises de position sur ce conflit, parce qu'ils sont gorgés d'un humanisme chrétien qui, voilà, ne cherche pas à prendre position pour un autre camp que celui de la paix et du respect de l'humanité, eh bien, je vois dans les commentaires à quel point ça flambe vite. Et notamment toutes ces verbalisations, oui, mais le Hamas a attaqué en premier, les populations civiles sont des boucliers humains pour le Hamas, mais peu importe. S'il y a des civils qui sont pris comme boucliers humains, vous ne bombardez pas. Je veux dire, c'est juste la base. Et là, on voit qu'on a été très 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 loin dans la déshumanisation et que cette possibilité pour tant de personnes de n'être plus du tout habitant leur conscience ou habités par leur conscience et une éthique élémentaire, on a quand même repéré chez les médecins, chez les instituteurs, dans les forces de l'ordre, chez les juges, chez les politiciens, chez les soi-disant scientifiques, dans les universités. Eh bien, c'est à mon sens tout aussi à vif que ça ne l'a jamais été. Et tout l'art de la manipulation en cours, c'est aussi de systématiquement orienter l'attention de la population hors des vraies causes dont il conviendrait de s'occuper. Et donc, dans cette espèce de théatrocratie, elle aussi fort bien décrite par Michel Maffezoli, mais qui fait par exemple que quand Gérard Larcher dit à Jean-Luc Mélenchon « ta gueule », eh bien, ça occupe les médias et ça crée des polémiques pendant des jours, et pendant ce temps-là, tout le reste de la destruction en cours de la France et de nos pays, car c'est bien de cela qu'il s'agit, eh bien, continue d'avancer impitoyablement, alors que nous ne faisons la plupart du temps que réagir à des détournements d'attention qui sont brandis sous notre nez. Alors tout ceci doit nous inciter à énormément de vigilance, et je pense vraiment que notre responsabilité, encore et encore, mais il importe de la rappeler, est de rappeler sans cesse précisément l'importance des vraies valeurs, des vrais principes, de la normalité quelque part. Dans une époque qui devient folle, nous devons en permanence rappeler la normalité. Le masque ne sert à rien, même en salle d'opération contre les bactéries et les virus, il n'y a pas à l'imposer en population générale. Les masques n'ont jamais été imposés à l'école en Suède, il n'y a pas eu plus de dégâts que dans les autres pays, au contraire, il y a eu moins de dégâts. Donc de sans cesse revenir avec des arguments, sachant que bien sûr, ceux qui sont à fond dans la dérive ne vont pas les accepter avec gratitude quant au fait que nous les ayons apportés, au contraire, ils vont devenir de plus en plus virulents, mais que nous avons à ne rien lâcher du réel parce que tout le terrain que nous cédons est un terrain qui sera très difficile de regagner à l'avenir. Et que tous les gens qui se posent des questions, là on parle quand même de, je dirais, une vingtaine de pourcents d'irréductibles qui sont les privilégiés. Parce que finalement, les journalistes de la télévision suisse, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont restés totalement privilégiés pendant toute la crise. Ils n'ont jamais vu leur salaire être mis en péril, ils ont pu travailler à domicile, ils ont une sécurité de l'emploi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, eux n'ont pas du tout, ils ont même en quelque sorte profiter de la crise, pas intentionnellement. Et donc là, il y a un noyau dur. Par contre, le reste de la population est en travail et en questionnement. Et plus nous affirmons les choses avec bon sens, simplicité, conviction, plus ça peut également se diffuser à travers le corps social qui, lui, a besoin d'être entretenu dans cette cristallisation. C'est-à-dire le fait que voilà, les bonnes compréhensions et les bons repères et les bons regards sur ce qui s'est passé continuent de se construire pour qu'à un moment donné, l'immunité face aux manipulations puisse se manifester de manière plus franche, et tout en sachant que ceux qui sont à la manœuvre vont chercher encore et encore d'autres manières de nous manipuler dans une direction ou une autre. Voilà, je vous donne encore la référence de l'émission ce matin chez Clémence Oudiakova. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de retour dans mes meubles habituels. Bonne soirée à vous, merci.